Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série, aujourd'hui, je reçois à nouveau Paul Verret. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors Paul, vous êtes un des spécialistes de l'Inde et on va repartir vers une série indienne, mais avant ça, je vais vous représenter. Vous êtes maître de conférences en études anglophones à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous faites partie du laboratoire EA 4196 CLIMAS et vos spécialités, je l'ai dit en introduction, c'est les questions de diaspora, d'Inde, de Pakistan et la littérature britannique qui rapproche de tout cela. Donc, vous nous aviez présenté une série Suitable Boy dans la première émission. Aujourd'hui, Paul, vous allez nous présenter la série Ghoul. Alors, peut-être pour commencer, avant de parler de la série elle-même, de la résumer et de voir les thématiques, explicitez-nous votre choix. Pourquoi cette série-là ? Eh bien, toujours dans cette exploration que vous me permettez de faire, des séries indiennes de genre, eh bien là, je suis tombé sur cette pépite, encore une fois sur cette plateforme Netflix qui propose cette série originale, et je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Premièrement, elle est réussie en tant que série horrifique, et deuxièmement, comme souvent, il y a des choses à dire. À partir d'une série comme ça, une série d'horreur, une série fantastique, il y a des métaphores politiques, je trouve, et bien sûr, toutes sortes de choses cachées, secrètes à expliciter. Voilà, donc pour des raisons à la fois de plaisir du spectateur et aussi à la fois en tant que chercheur, je trouve on peut en parler, on peut mettre dessus un discours qui peut expliquer ce qui se passe dans le sous-continent indien et en particulier dans l'Inde contemporaine. Alors, on va voir aussi l'idée, vous l'avez dit, par rapport aux chercheurs, et c'est ce qui nous intéresse dans Histoire en série, c'est l'idée ici d'une série d'horreur. Alors, peut-être, qu'est-ce que vous y voyez à travers ce mot horreur, avant de voir la série elle-même, et pourquoi avoir choisi d'ailleurs une série d'horreur ? Eh bien, ce que l'on y voit, une horreur, c'est là, dans ce sens précis, c'est une série sur un monstre ou des monstres. Et comme vous savez peut-être, le monstre, c'est à la fois quelque chose qui est un petit peu banni, un petit peu mis à part, et en même temps, c'est ce qui montre. Et c'est un miroir, il y a un effet miroir sur des questionnements politiques très contemporains. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de vous en parler. D'autre part, c'est une série brève, à l'esthétique, scénaristiquement assez minimaliste. Voilà, c'est trois épisodes de 3/4 d'heure, et c'est quelque chose de tout à fait, je trouve, à la fois efficace et intéressant, encore une fois. C'est une mini-série, vous l'avez dit, 3 épisodes, environ 45 minutes chacun, diffusés sur Netflix. Et puis, ce qui est intéressant, si on rentre maintenant un peu plus dans la présentation elle-même, c'est que c'est une série qui est dirigée et écrite par Patrick Graham. Alors, Patrick Graham, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous l'avez déjà présenté dans le podcast, mais en anglais, quand vous aviez parlé de la série Layla. Oui, c'est ça. Alors, Patrick Graham, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il est d'origine britannique, mais il travaille en Inde. Il a déjà dirigé pas mal de films et de séries, en particulier Layla. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de présenter ce qu'on appelle des séries dystopiques, c'est-à-dire qui représentent une vision alternative du présent. Donc, c'est une espèce de cauchemar dystopique. C'est ça qui est aussi tout à fait au cœur de la série, un cauchemar dystopique qui part d'un point de réalité. C'est-à-dire la place d'une certaine communauté religieuse, la communauté musulmane, la place de la communauté religieuse dans le discours ultranationaliste de Modi,
du Premier ministre Modi, qui est au pouvoir depuis quelques années, et qui est à la tête d'un parti qui regroupe d'autres partis ultranationalistes et qui défend une vision radicale de l'hindouisme qu'on appelle le Hindutva, c'est-à-dire une vision essentialiste de l'hindouisme qui exclut les autres minorités, pas seulement les musulmans, mais en particulier les musulmans. Et c'est ça que je trouve tout à fait fascinant dans la série. Alors, d'autres éléments, on retrouve des noms connus. Quand on regarde le cast des producteurs, c'est Jason Blum. Jason Blum, c'est quelqu'un qui est spécialiste de tout ce qui est production, à la fois de films fantastiques, mais à fort, comment dire, contenu allégorique. Hein, comme par exemple The Purge, la série de films de Purge, et aussi de ce film absolument extraordinaire qui est Get Out, qui a eu un grand succès. Et donc, c'est quelqu'un qui aime bien coproduire en l'occurrence, eh bien, des séries qui sont à la fois horrifiques et politiques. Et si on regarde le casting maintenant, Paul, en lui-même, on a une tête d'affiche et quelqu'un de connu si on s'intéresse aux séries indiennes, puisque l'acteur principal a notamment joué dans une série qui est peut-être l'une des plus connues. On en a déjà parlé dans le podcast, en tout cas des séries indiennes les plus connues en Occident, Sacred Games. Oui, tout à fait. C'est Radhika Apte. Elle est tout à fait. C'est, disons, la tête d'affiche. Elle a déjà fait, donc elle a déjà participé à comme vous disiez, Nicolas, cette série Sacred Games. Très très belle série, adaptée d'un très grand roman du même nom. Elle a aussi été dans un film. Elle a été aussi à l'affiche de Parched, un film indépendant de Lina Yadav. Donc, disons, c'est le visage un peu connu du point de vue international. Et elle a à la fois une carrière, comment on va dire, classique Bollywood, et en même temps, elle a cette légitimité internationale et elle est, disons, elle porte bien le film. Hein, elle a une présence physique, elle a un visage très expressif qui convient tout à fait à ce genre à ce genre de mise en scène. Donc à la fois des moments d'horreur, mais aussi des scènes d'action. Donc je dirais, voilà, elle passe la rampe. Elle est vraiment, elle a vraiment un jeu qui est tout à fait convaincant. Si on en vient maintenant, Paul, au résumé en lui-même, qu'est-ce qu'on retrouve véritablement comme histoire dans cette mini-série de 3 épisodes? Alors, c'est assez facile à résumer. Donc, comme je disais, ça se passe dans un présent alternatif ou un avenir proche. En fait, on ne sait pas très bien, mais enfin, c'est de la dystopie. Donc, il y a eu dans ce pays un changement de. Donc, ça se passe, c'est 2018. Donc, c'est encore tout à fait contemporain, hein, à ce jour. Donc, il y a eu comme un régime un régime fort qui s'est installé, genre BJP, genre avec l'idéologie hindutva, un régime fort qui a établi la loi martiale et qui pourchasse les ennemis de l'État, qui sont, comme je disais, les musulmans, mais aussi tous les gens qui refusent de suivre l'orthodoxie politique et ethnique ou religieuse. Euh, et là, il y a un Ministry of National Protection, une espèce de ministère de l'Intérieur surpuissant qui pourchasse les ennemis, et l'État a établi des lois d'exception qui permet d'arrêter, d'appréhender les gens à partir de soupçons ou de dénonciations et de les détenir dans des endroits tenus secrets et de les interroger, c'est-à-dire de les torturer. Alors bien évidemment, il y a toutes sortes de parallèles qu'on peut établir. Les parallèles qui sautent aux yeux pour un public international, c'est toutes les lois d'exception de la CIA sous les années Bush et Obama, qui permettaient d'arrêter des individus soupçonnés de terrorisme et de les emmener dans des bases secrètes pour les interroger.
Et c'est aussi tout ce qui a été les, toutes les lois d'exception, les pouvoirs abusifs des forces de sécurité indiennes, mais aussi pakistanaises, afghanes aussi très certainement, à l'égard de tous les opposants, tous les gens qui étaient soupçonnés, par exemple, d'appartenir à Al-Qaïda. Alors, l'intrigue, il y a deux histoires qui s'imbriquent assez rapidement. Radhika Apte joue le rôle d'une lieutenant justement de ce ministère de l'Intérieur, Nida Rahim, qui paradoxalement, mais pas tant que ça, est musulmane. Donc c'est une brillante élève de l'académie de police, et sa spécialité, comme par hasard, c'est les techniques d'interrogation spéciales. C'est-à-dire, tout le monde a compris, c'est la torture. Elle est un peu au départ tiraillée, car son père, lui, au contraire, a de graves réserves sur ce régime. Il est enseignant, et tout au début de l'histoire, ils sont tous les deux dans sa voiture, ils se font arrêter, car elle le dénonce, et elle pense très sincèrement que son père est un déviant, et que le fait d'être détenu va l'intimider et le faire revenir dans l'orthodoxie, dans le droit chemin. Et donc, en même temps, elle est musulmane, mais en même temps, elle est sans cesse à devoir prouver sa fidélité au régime. Donc, voilà l'histoire de Nida, donc tiraillée entre sa filiation, son identité musulmane, et en même temps son attachement à une autre identité indienne, et à sa fidélité au régime. La deuxième intrigue concerne l'arrestation d'un terroriste qui s'appelle Ali Saïd, le chef d'une organisation terroriste, bien sûr, selon le gouvernement. On le voit tout au début se faire arrêter. Alors, bien évidemment, la scène déjà nous fait basculer dans le fantastique. Il se fait arrêter par les forces spéciales. La pièce où il se trouve plongé dans le noir, entouré de cadavres qui ont été égorgés ou éviscérés. Et il est là, complètement. Il a l'air d'être dans un état second, comme dans un. Comment dire, dans un sommeil paradoxal. Et il marmonne quelque chose aux militaires qui l'arrêtent et qui voilà, ouvre de grands yeux. Donc voilà, ça commence, il y a cet individu mystérieux, et les deux, Nida et Ali Saïd, se retrouvent dans un lieu, une base secrète, où elle est chargée, on l'a emmenée, on l'a fait partir de l'académie pour aller avec ses talents donc d'interrogatrice spéciale, pour aller interroger ce mystérieux Ali Saïd. Voilà un peu l'idée, c'est-à-dire on se retrouve rapidement dans dans ce lieu tout à fait labyrinthique, tout à fait inquiétant, cette base secrète à l'écart du monde, qui ne se trouve pas qui ne se trouve sur aucune carte. Et donc cette jeune Nida est chargée de torturer Ali Saïd pour lui soutirer des informations. Et voilà comment ça commence. Et puis ensuite, donc, vous nous avez dit en introduction une série d'horreurs, donc il y a une dose de fantastique qui vient faire basculer quelque part l'intrigue. Oui, tout à fait. Donc il y a il y a ce cadre politique assez reconnaissable, et en même temps on bascule assez rapidement dans du fantastique à peu près à la fin du premier épisode. Donc ça va assez vite. Il semblerait que ce Ali Saïd, en fait, est possédé par une espèce d'entité mystérieuse, une espèce de zombie vampire qui manipule tous les gens qui sont autour de lui. Et donc, on bascule ensuite dans l'ultra-violence, puisqu'on est dans une série d'horreurs. Deux soldats donc, qui sont chargés de l'interroger finissent par s'entretuer. Et on s'aperçoit assez vite que ce Ali Saïd n'est pas Ali Saïd, mais en fait un ghoul, c'est-à-dire un djinn, un esprit, un démon de la tradition orientale coranique, qui a été invoqué par quelqu'un
pour, je cite, rendre les hommes conscients de leurs péchés et manger leur chair. Voilà le programme. Donc, il est question de ça, de possession démoniaque, de manger leur chair, c'est ça, de dévoration, d'éviscération et de décapitation. Bien évidemment, Nida comprend assez vite, et le deuxième épisode est consacré à cette confrontation. Nida comprend de quoi il s'agit, comprend qu'il y a une entité surnaturelle qui est en train de massacrer, ou qui s'apprête à massacrer tout le monde, mais personne ne la croit. Parce qu'elle est musulmane, parce que c'est une traîtresse, et on pense qu'au contraire, elle est complice d'Ali Saïd. Donc, on avance encore plus dans l'horreur. Il y a un bourreau sikh, un géant qui vient, spécialiste de la torture, qui vient, et il finit à son tour décapité, pendu par les pieds, et lui-même devient possédé, c'est-à-dire la particularité de ce ghoul, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ses victimes et se dédouble. Et, prend possession de leur corps. Et voilà. Donc, et on continue ensuite. Après, on découvre Nida plutôt découvre à quelques révélations. Bien évidemment, elle découvre que son propre père a été emmené ici, torturé et finalement exécuté. Et en plus, non seulement elle découvre ça, l'horreur dont elle a été complice en fait, mais en fait, elle découvre que ce centre d'interrogation n'est pas un centre d'interrogation, mais tout simplement un centre d'exécution. Elle découvre, et ça c'est le côté horrifique, le côté, on peut dire, néo-gothique, elle découvre une pièce cachée comme un donjon, couverte avec les murs maculés de sang, avec des impacts de balles sur les murs, et bien sûr des faux crématoires où on fait disparaître les corps. Et donc, elle découvre en fait qu'au cœur de l'État, ce n'est pas un système d'interrogation, de protection de l'État qui existe, mais en fait un système une structure d'exécution des opposants, et qui consiste à faire tout simplement disparaître tous les opposants. Alors, il y a d'autres personnages, il y a aussi qui sont intéressants. Il y a un autre protagoniste qui est le colonel d'Acuna. Comme son nom l'indique, c'est un descendant de catholiques, de catholiques portugais de Goa. Et comme par hasard, il dit à Nida, je suis descendant d'un des d'Acuna, était un inquisiteur au XVIe siècle à Goa. Donc, tout ce qui est interrogatoire, torture, et envoyer les hérétiques au bûcher, je connais. Voilà en quelques mots comment ça se passe. Et bien sûr, à la fin, après d'autres révélations, ça se finit dans un bain de sang, avec beaucoup de gore, beaucoup d'éviscération, de crânes explosés, et de choses tout à fait terrifiantes et horrifiques. Et je ne vous révèle pas le twist final parce que je vous invite à regarder cette série. Paul Verret, dans l'histoire en série, on présente des séries, l'objectif, c'est aussi d'essayer de comprendre les codes nationaux, j'allais dire les codes du pays où la série a été voulue, pour bien pouvoir tout interpréter. Et là, effectivement, quand on regarde cela, quand on dépasse véritablement la côté série d'horreur, en tout cas, on voit de nombreux codes qui sont vraiment en rapport avec la société indienne actuelle. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a à la fois, comme c'est une série proposée et produite par une série originale Netflix, on a à la fois des codes, on va dire, transnationaux, et en même temps, je crois très fortement, il y a quelque chose qui fonctionne tout à fait pour aller vite, plusieurs grilles d'interprétation qu'on peut avoir à propos de l'histoire contemporaine indienne. Alors d'abord, ce qu'il y a je dirais, de transnational, d'international, quelque chose qu'on peut repérer dans d'autres séries, eh bien, c'est un des éléments essentiels du fantastique et de son ancêtre, le gothique, c'est premièrement la porosité des frontières.
porosité des frontières, porosité des identités. Et aussi, il y a quelque chose sur la labilité à la fois des identités, mais à la fois de tout ce qui est récit, tout ce qui est genre. Donc on peut voir ça comme une métaphore politique, ce récit dystopique sur la monstruosité des États, pas seulement l'État indien, mais d'autres États qui transforment des citoyens comment dire, en parias, en bannis, et sur lesquels ils ont quasiment, autant en leur qualité de citoyens, de véritables citoyens, la droit de vie ou de mort sur eux. Donc, ça pose un peu cette question, qui est musulman, qui est hindou, qui est le terroriste, etc. Et aussi, en parallèle, qui est humain, qui est ghoul, donc qui est le ghoul, qui est le monstre. Et donc, on a toutes ces métaphores, tous ces tropes transnationaux, donc tout ce qui est violence, aussi course-poursuite labyrinthique, et aussi je dirais les passages obligés qui sont presque des clichés, c'est-à-dire la figure féminine violente, hein, incarnée par Nida, qui ne se laisse pas faire. Et puis à un moment, toujours, il y a tout, je remarque dans les films d'horreur ou ce genre de film, il y a toujours un moment, une jeune femme avec un fusil à pompe et qui arme son fusil à pompe avec un clac-clac qui vient rythmer la scène. J'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé de tous ces films, horreur, zombies, etc. Donc on a tout ça, et aussi dans le scénario des retournements, des révélations, ce qu'on appelle des twists, et donc une fin à double détente, c'est-à-dire on croit qu'on a la résolution tout à fait à la fin, mais 2 minutes avant, juste avant le générique, il se passe encore quelque chose. Promesse d'une encore horreur à venir. Alors, je parlais au début, peut-être je peux commencer à en parler, j'ai employé le terme de gothique. Peut-être est-ce que je pourrais, Nicolas, donner quelques essais quelques définitions et justifier peut-être l'emploi de ce terme. Oui, tout à fait, Paul. C'est vrai que c'est intéressant. J'allais vous poser la question parce que ce terme gothique, néo-gothique, renvoie directement, hein, au passé, peut-être aussi de l'Inde, parce que quand on pense néo-gothique, on a tendance à passer plutôt Royaume-Uni. Donc, pourquoi avoir employé ce terme-là et comment est-ce que ça s'applique dans cette série qui est vraiment une série indienne actuelle? Oui, tout à fait. Alors, on retrouve parce que justement, l'intérêt du gothique, je parlais de porosité des frontières, mais c'est tout à fait ça. On peut avoir et donc néo, parce que le gothique, à mon avis, c'est une matrice tout à fait féconde et que l'on peut et qui est utilisée dans beaucoup de cinémas, séries télé nationaux. On peut avoir pas seulement post-coloniaux, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Alors, les définitions du gothique, elles tournent toutes euh, autour de cette idée de transgression, de franchissement de frontières. On peut parler au départ d'excès de transgression dans les premiers romans gothiques du XVIIIe siècle, et surtout d'oscillation entre le surnaturel et la réalité. Et on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, y a-t-il apparition ou pas? La résolution est-elle réaliste? Au contraire, y a-t-il eu une présence surnaturelle? L'espace est quelque chose, la représentation de l'espace, c'est quelque chose de primordial. On retrouve des cryptes, des cages, des grillages, des grilles, des labyrinthes, des portes, des seuils. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette série. Il y a beaucoup de seuils, de franchissement de seuils, d'escaliers, d'ouvertures. Et on a aussi, encore une fois, la présence dans ces romans gothiques des origines, j'allais dire, le côté médiéval, la frêle jeune fille qui est en danger, qui est victime d'un homme machiavélique. Et on retrouve là la figure de Nida, qui est, elle est pas très imposante, hein, en tant qu'actrice. Elle est physiquement, elle fait 1m56, j'ai vu, elle fait un peu frêle, mais en même temps, c'est comme elle est extrêmement, voilà, elle se bat, elle sait se servir des armes à feu, et elle est manipulée, elle est victime d'un personnage machiavélique. Alors peut-être est-ce que le colonel d'Acuna serait son père à un moment, on ne sait pas. Donc toutes les figures paternelles, en gros, sont ambiguës. Voilà, c'est le gothique, c'est l'ambivalence. D'autre part, dans ces définitions du gothique, on peut retrouver aussi le rapport à l'histoire, comme vous disiez, Nicolas, en tant qu'accumulation de vestiges,
accumulation de squelettes dans le placard, si vous voulez. Et on peut dire ça en termes un peu psychanalytiques de deuil impossible, ce qu'on peut appeler la hantise, quelque chose qui ne passe pas, un deuil qui reste. Et donc, ce qu'on peut résumer, c'est que, en résumé, c'est l'hybridité, c'est tout ce qui est recyclage de tropes passées et plasticité des frontières. Alors, de quelle histoire est-ce qu'on parle? De quelle filiation? De quelle transgression est-ce qu'on parle? Dans l'histoire indienne, il y a quelque chose qui me vient tout à fait à l'esprit, qui est assez évident, c'est encore une fois la partition de l'Empire, du Raj britannique de 47 et du trauma qui en est suivi, la partition entre l'Union des républiques indiennes et la République du Pakistan, qui s'est fait de façon absolument tragique, qui a été une véritable catastrophe qui hante littéralement l'histoire et le présent des deux pays, à la fois l'Inde et le Pakistan. Ce qui fait qu'en Inde en particulier, ce qui nous intéresse ici, à cause de ce trauma de la partition, de cette répétition, de ce cycle de violence, il y a une espèce de création de l'autre, avec un A majuscule, l'autre radical. C'est le musulman qui est l'ennemi de l'intérieur et qui est une figure tout à fait ambivalente dans les représentations, dans les récits, dans les films comme ici, mais aussi dans le discours politique, c'est-à-dire à la fois un danger, mais aussi une victime, à la fois le bouc émissaire chargé de tous les maux et en même temps ce monstre, c'est-à-dire celui qui fait miroir, celui qui montre. Alors, on emploie aussi le terme de post-colonial, c'est-à-dire que ça rajoute une dimension supplémentaire, c'est le lien qui a été fait entre la nation, l'identité, la constitution de la nation, problématique, comme on a vu avec la partition, et la terreur et le lien fort qui est fait avec le corps, en tant que corps physique, le corps individuel. Donc, c'est-à-dire, et on parle d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire quelque chose qui est là mais pas là, quelque chose qui est réel et surnaturel, quelque chose qui est à la fois dont on peut se faire une idée et en même temps qui est un petit peu bizarre, un petit peu inquiétant. Et donc, on est en plein, c'est quelque chose dont on peut parler pour vraiment parler des identités indiennes et pakistanaises, avec cette question justement d'ambivalence, de fracture, qui a concerné à la fois la nation en tant qu'État, mais aussi comment dire, la géographie, la continuité territoriale et aussi les familles elles-mêmes ont été fracturées. Et donc, on peut dire que ce genre d'histoire, ce que j'appelle gothique, enfin, je ne suis pas tout seul à l'appeler, hein, ce gothique postcolonial, il est travaillé par ce qu'on peut appeler une logique du fantôme, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose c'est ce revenant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, là, ce que j'appelle la hantise, quelque chose qui est là et qui ne veut pas partir, et qui est là, qui apparaît et qu'on ne peut pas expliquer et qui revient dans la violence. Et donc, on a tout à fait ça. On a ça, et en même temps, ça revient parce que il n'y a jamais d'exorcisme de ce trauma. Il y a une espèce de ce qu'on appelle de tyrannie du silence à propos de la réalité historique et politique de la partition, c'est-à-dire c'est souvent décrit comme un événement purement tragique, non contextualisé et qui est arrivé comme ça un peu par accident, mais on n'évoque pas les tenants et les aboutissants politiques. Et on a tout à fait ça dans cette série, comme je disais, qui parle beaucoup d'intériorité, d'extériorité, le rapport entre les fêlures, les secrets, les cryptes internes, tout ce qui est filiation problématique, identité tiraillée, et en même temps cet espace à la fois complètement... c'est un huis clos, hein, c'est un huis clos labyrinthique où, comment dire, qui est traversé par la violence de cet être, de ce Gould, de cet être surnaturel. Voilà.
Paul, justement, vous aviez tout à l'heure évoqué d'autres thématiques très importantes. Et ici, on en reparlera parce que, effectivement, hein, en termes d'identité, c'est très intéressant de voir cette série qui renvoie avec ces problématiques actuelles. On le voit bien dans les autres séries indiennes aussi, et autour du nationalisme hindou. Et justement, par rapport à cette idée-là, qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement autour du corps, véritablement? La différence dans la façon de montrer les corps entre hindous et musulmans dans la série? Alors, justement, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Premièrement, à un moment, on ne sait plus qui est qui, puisque le corps du musulman, il devient le corps de ce monstre, de ce ghoul, il est contaminant, c'est-à-dire il dévore le corps il peut aller dévorer le corps des hindous ou du chrétien, peut-être aussi de d'Acuna ou du sikh, en l'occurrence, c'est-à-dire que le corps, le corps musulman est vécu est représenté ici comme étant dangereux et comme étant, c'est un corps vampirique et c'est un corps de zombie. C'est-à-dire, c'est un corps, comment dire, c'est un corps mort, c'est-à-dire il n'appartient plus à ce monde-ci, c'est un corps qui appartient au monde des morts et qui revient, il fait retour. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'on a un corps, que le corps de ce musulman, de ce ghoul, qui a été invoqué, qui a été convoqué par, on ne sait pas qui encore, mais je vais vous le dire plus tard. Ce corps, c'est vraiment le fantôme qui vient, c'est le fantôme qui vient dans la crypte, qui vient rappeler la violence et qui vient signifier cet exorcisme impossible qui a été le trauma et qui est le trauma de la partition et ce trauma impossible espèce d'aporie du trauma qui travaille l'histoire indienne et donc il vient fracturer, il vient briser, il vient détruire l'idéal corporel hindou pour aller vite. Et puis, il y a beaucoup de figures du double. Je disais au début, le dédoublement est central dans cette série. Et donc, la figure du double est tout à fait fondamentale. À un moment, le ghoul prend possession ou se dédouble avec l'héroïne, avec Nida, et le montage en parallèle accentue l'ambivalence, puisqu'il prend totalement la forme du personnage possédé. On ne sait pas si Nida c'est l'héroïne ou si c'est Nida qui est possédée. Et en même temps, il y a une bagarre et les deux mordent leur antagoniste. Et en fait, la question, c'est qui est le monstre? Qui est le ghoul? Est-ce que c'est ce monstre? Est-ce que c'est ce djinn, ce démon surnaturel? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas le colonel d'Acuna, c'est pas l'État indien, le gouvernement, les services de renseignement qui sont les monstres? Qui est le monstre? Donc, c'est à la fois le miroir et à la fois la fracture. C'est à la fois le double et en même temps, c'est quelque chose qui vient dévorer. Donc, cette question du corps est traitée de façon totalement, dans la série, la question du corps, des corps, elle est traitée de façon, je dirais, symptomatique, tout à fait voilà, violente et excessive. Et ça renvoie tout à fait aussi, je trouve, Nicolas, à tout l'enjeu dans le discours contemporain, dans le discours indien contemporain autour du corps. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, c'est très intéressant parce que il y a une profondeur, j'allais dire, historique aussi et qu'on retrouve finalement dans la figure du musulman. Vous parliez tout à l'heure de cette fracture encore ouverte hein, entre musulmans et hindous par rapport à la partition de 47 qui a abouti finalement à la création de l'Union indienne et du Pakistan. Et ces tensions-là sont encore très vives, notamment dans la région du Cachemire, région qui est, depuis la partition, voulue
plus par les deux pays où il y a des tensions, où il y a une guerre larvée depuis aujourd'hui presque 80 ans. Donc, tout ça, ça transpire, Paul, dans cette idée-là, avec cette idée que le musulman, finalement, pour les Indiens de confession hindoue, c'est quelqu'un qui, parfois, aujourd'hui, en tout cas, peut-être on en parle un peu plus, est vu comme un ennemi de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Oui, c'est tout à fait ça. L'intérieur-extérieur, l'intériorité, l'extériorité problématique. Et c'est quelque chose qui est un des aspects centraux du discours hindoutva, comme je disais, l'essentialisme hindou, cette espèce de promotion d'une démocratie ethnique, comme dit Christophe Jaffrelot, c'est-à-dire une essentialisation des institutions, une ethnicisation de la gouvernance. Et c'est tout à fait central dans le discours qu'a tenu Modi, c'est-à-dire ça va au-delà du simple fait de tenir les musulmans, de les essentialiser, c'est-à-dire sans faire de différence entre les différentes communautés, que ce soit l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, ou les chiites, les sunnites, ou les autres communautés musulmanes. Ça va au-delà. Il y a quelque chose de tout à fait je dirais, symptomatique, cette définition du corps et ce retour, cette mise en avant du corps hindou. C'est-à-dire, c'est à la fois vous avez dans ce discours de Modi et de l'extrême droite, on peut appeler ça comme ça, de l'extrême droite hindouiste, bien sûr, comme toujours, une réécriture de l'histoire, mais aussi une obsession pour la purification, la régénération du corps social et du corps physique. Des détails, il y a ce qu'on appelle la promotion d'un hindouisme musclé. L'expression, c'est copié sur le muscular Christianity, le christianisme musclé du 19e siècle, qui était proposé par les évangélistes anglais. Et là, c'est un hindouisme musclé, c'est-à-dire on met en avant le corps, la virilité, à la fois la virilité et la pureté du corps. Ça va au-delà du simple culte de la personnalité de Modi. On veut décrire l'hindou comme un guerrier, donc c'est à la fois la promotion du yoga, dans l'administration, au bureau, il y a un jour dont on célèbre d'ailleurs un jour du yoga, etc. Et aussi des choses comme promotion des arts martiaux purement hindous, et ce qu'on appelle la ramanisation de la société en général par rapport au dieu Rama, qui était un dieu un peu guerrier, qui était un dieu guerrier, un dieu archer qui a tué le dieu démon Ravana. Et donc, on développe l'idée que l'hindouisme, ce n'est pas juste d'aimables végétariens pacifiques, mais ce sont aussi des gens, des guerriers qui savent se défendre des ennemis. Et les ennemis, c'est en ce moment, dans le discours, c'est le musulman, avec toutes sortes de guillemets, voilà, une espèce d'essentialisation des rapports communautaires. Sachant que là, bien sûr, je fais une parenthèse, la réalité elle-même est sociologique et plus complexe. Comme je disais, la condition, les liens entre musulmans au nord de l'Inde, sud de l'Inde, dans différentes strates de la société, les catégories sociales, dans les villages, dans un paysage sociologique urbain, les choses sont complexes. Mais disons, je parle bien du discours politique où on essentialise les identités. Alors, le musulman, je dis le musulman volontairement, c'est à la fois donc un peu comme ce monstre. Il fait peur. Et en même temps, on est un peu, les hindous sont un peu, il y a Hindutva d'extrême droite, hein, bien sûr, sont un petit peu en miroir. C'est-à-dire, on peut voir dans un retour de pratiques puritaines, ce qu'on appelle le puja pour les femmes, c'est-à-dire le fait de respecter, le fait de se retirer du monde, d'avoir une vision très, très pratiquante de l'hindouisme, surtout un hindouisme brahmanique, se veut un miroir, une réponse face à l'émergence des fondamentalismes islamiques.
dans le sous-continent, mais aussi dans le Golfe Persique et en Afrique du Nord. Avec la diaspora, ces courants se diffusent très, très largement. Donc vraiment, c'est ça que l'on retrouve. Et le rapport au corps, il est là. C'est un corps menacé de fragmentation, littéralement menacé d'être déchiqueté, d'être dévoré par le musulman. Et en même temps ambivalence. Hein, comme je disais, porosité des frontières, porosité des identités. Et alors, on peut même aller plus loin. J'avais parlé de Julia Kristeva et son idée d'abject, d'horreur et d'innommable et d'abject. Ça me paraît tout à fait pertinent ici. L'abject, c'est quelque chose qui est rejeté, mais en même temps, la vision de cet abject, comme par exemple un cadavre, c'est quelque chose qui perturbe et brouille le regard. C'est-à-dire que le cadavre qui est abject, qui est rejeté, il pose question et en même temps, il rompt la frontière entre intérieur et extérieur, puisque le cadavre, l'autre mort me rappelle à ma mortalité, donc la limite entre moi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, elle-même est brouillée. Et on a un parallèle tout à fait intéressant, encore une fois, voilà, j'insiste là-dessus, cette série met ça en scène. Mais l'ambivalence de la radicalité de l'autre, ça la met complètement en scène, c'est vraiment l'inquiétude de l'autre. Et comme vous disiez, Nicolas, effectivement, le rapport officiel, le rapport entre l'Inde, le musulman et le Pakistan, elle est faite de toute cette ambivalence. L'autre est-il extérieur ou intérieur avec, voilà, c'est ça, la question du Cachemire et le conflit à somme zéro, mais qui, je pense, a été réglé. Je pense que à des coups de force de Modi, il y a quelques mois, ça a été justement de clore le chapitre de la partition en entérinant l'occupation, enfin, ce qu'on peut appeler occupation du Cachemire, et en supprimant tous les pouvoirs exceptionnels de gestion qu'il y avait là-bas et en faisant en sorte qu'en fait le Cachemire en tant qu'État est maintenant administré directement par l'État central. Il est administré par New Delhi. Donc pour Modi, c'est fini, la partition c'est fini, le Cachemire c'est l'Inde. Point. Et donc c'est voilà le Cachemire, on entend voilà des choses assez terribles sur les exactions des policiers et de l'armée. Aussi, bien sûr, toutes les tensions avec le Pakistan et les Pakistanais aussi ne se font pas prier pour accuser les Indiens de tous les maux, mais ça, c'est encore autre chose. Il y a un passif, les attentats de Mumbai en 2008, qui ont été fomentés, on le sait, en gros, par les services pakistanais. Voilà, il y a toutes sortes, et puis quelque chose qui a abouti de façon logique dans la législation indienne. C'est une loi qui date de 2019, donc c'est postérieur à la Syrie. On a un petit peu c'est la même idée, qui fait, en gros, en sorte que le musulman devient, par la force des choses, un citoyen de seconde zone. Donc c'est l'amendement d'une loi qui fait que tout réfugié, normalement, tout réfugié qui arrive en Inde, il peut avoir le statut quasiment automatique d'Indien. Par contre, il y a une différence qui vient d'être établie pour les musulmans. Un réfugié musulman qui vient du Bangladesh ou autre n'a plus automatiquement la nationalité indienne. Donc on est vraiment dans cette vision, encore une fois, très, très travaillée par les symptômes, très travaillée par le passé, le retour du refoulé, toutes ces choses qui travaillent le discours politique contemporain indien. Paul Véret, en conclusion de cette émission sur la série Ghoul, la série indienne, on a bien compris une série d'horreur qui se regarde relativement facilement et qui est très agréable à regarder parce qu'il y a des codes transnationaux et qui sont aussi évidents et qui permettent aux spectateurs occidentaux de comprendre, mais aussi pour celles et ceux qui regarderaient ce qu'il y a derrière. On voit véritablement, si on vous suit, que ce Ghoul, ce monstre finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous pose la question à la fin, c'est quoi? C'est pour les réalisateurs, c'est un exutoire ou finalement, est-ce que c'est une métaphore
de ce que nous avez évoqué, hein, la marginalisation de ce rejet des minorités non hindoues dans l'Inde actuelle de maudits nationalistes. Oui, ben c'est ça, c'est toute l'ambivalence, et même c'est je dirais, le moteur de tout récit fantastique et gothique et récit d'horreur, c'est l'oscillation. Et quand c'est réussi, quand il y a ambivalence, le récit, ça marche, quoi. Ça passe la rampe. Donc on est en plein dans cette représentation de l'histoire comme symptôme. Tout fait symptôme. Et la filiation aussi, ça a quelque chose de problématique. Le rapport de Nida avec son père est pour le moins contrarié, et le rapport à l'histoire aussi, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça renvoie toujours forcément, là, dans l'histoire indienne, à la métaphore de la violence de la partition, qui a été aussi décrite comme une vivisection, avait dit Gandhi, c'est quand même un terme extrêmement fort, avec un petit peu le risque je dirais, avec cette ambivalence, exutoire ou métaphore, de décontextualiser un petit peu, de décontextualiser le passé, de décontextualiser l'histoire. Et donc tout est, en fait, si tout est tragique, c'est-à-dire on est travaillé par des forces qui nous échappent. Et ça renvoie à quelque chose de tout à fait tragique, c'est-à-dire la mémoire, fonctionne sur le mode de la répétition, sur le mode du retour du refoulé, et tout est symptôme, tout est sur le mode de la contagion, de la dévoration, de l'horreur. Et donc, est-ce que ça renvoie aussi à une vision, je dirais peut-être indienne, de l'histoire? Gandhi, en gros, disait que l'histoire et la mémoire, ce n'était pas pour les Indiens. Ça, c'était une affaire d'Occidentaux. C'était très bien pour les Européens, mais l'histoire et le passé, il faut s'en débarrasser. Ça ne contient que des fantômes et que des choses, voilà, que des cryptes, que de la violence. Donc il y a ça aussi, ça pose toute l'ambiguïté, je dirais, de l'histoire indienne. Peut-être que ce ghoul, il renvoie à cette idée de la crypte et de ce deuil, de ce trauma qui est impossible pour l'instant, qui est impossible à négocier, impossible à exorciser. Merci beaucoup Paul Verret pour cette émission sur la mini-série Ghoul disponible sur la plateforme Netflix. Alors vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra d'aller plus loin, de mieux connaître peut-être cette société de l'Inde actuelle pour celles et ceux qui le voudraient. Donc vous la trouvez, cette bibliographie, sur notre site internet histoireensérie.com, et puis vous trouvez comme toujours le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de téléchargement, Spotify et YouTube aussi, sur notre partenaire nonfiction.fr. Suivez-nous aussi, notre actualité sur Twitter @Histoire-Série, ou alors notre groupe Facebook de Histoire en série. Merci beaucoup Paul pour cette émission toujours très intéressante par rapport à l'Inde, parce que l'Inde va devenir aussi un des grands pays, en tout cas de séries, et on est très heureux de pouvoir découvrir avec vous cette culture indienne qui se mondialise elle aussi, mais qui a ses codes, et ces codes, il faut bien pouvoir les décrypter, et c'est pour ça que sont là les intervenants et les intervenantes d'Histoire en série. Merci beaucoup Paul en tout cas, et puis à bientôt j'espère. Merci beaucoup Nicolas, merci de m'avoir invité et puis d'avoir fait partager cette série tout à fait, je trouvais tout à fait extraordinaire, on peut dire. J'espère vous avoir fait passer voilà, mes impressions. Et oui, à très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.
for blood on that population by a stranger.